avoir une journée très interactive avec une partie sur les actualités de la filière, une partie de retour sur les GT, une partie sur le plan France Médecine Génomique, avec un retour sur la préindication maladie osseuse constitutionnelle et une partie sur la préindication calcium phosphate. Et puis, on aura la thématique de la journée qui est sur l'activité physique adaptée. Donc, il y a une enquête qui a été effectuée par Nathalie Gourmelon, qui est une chargée de mission de la filière. Voilà. Et puis également, on va avoir une intervenante de l'ARS qui va nous faire une intervention, donc des éléments extrêmement intéressants. Et cet après-midi, une table ronde avec des témoignages et puis plusieurs intervenants. Donc voilà, donc une thématique qui va faire vraiment le fil rouge de cette journée, avec également des activités qui vont un peu animer notre journée. Donc vous allez voir, il va y avoir, j'espère que vous ne serez pas contre le fait qu'on puisse être éventuellement prise en photo. Voilà, qui a un petit peu d'activité physique. J'espère que vous avez mis vos chaussures de sport. Et puis voilà, il y aura également quelques petits dessins. Il faut avoir un peu d'humour aussi. Voilà, donc vous allez voir, la journée va être ponctuée de choses peut-être un peu nouvelles pour qu'on puisse souffler un peu au milieu de tout ça. Voilà, donc je suis très heureuse de partager, et l'équipe aussi, de partager ces moments avec vous. Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment échanger, interagir. Donc, il y a des micros qui sont là et qui sont destinés à circuler dans la salle. N'hésitez pas à vous en servir. L'équipe est là pour les faire circuler. Alors, juste pour vous représenter l'équipe, il y a eu des changements au cours de l'année, puis il va y avoir encore des changements. Donc, Elisabeth et moi, on s'est déjà présentés. Je peux vous présenter Katia Couton-Viporet. Katia, tu peux te lever peut-être. Voilà, venez par là. Voilà, l'équipe. Donc, Katia, qui est chargée de communication, qui va nous parler un peu après du site internet. C'est elle qui communique sur LinkedIn, sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à relancer, retweeter, vous inscrire sur les réseaux sociaux, parce que c'est très important que la filière, les centres de référence aient de la visibilité. Ça permet aussi de faire toute notre communication auprès des patients et des professionnels de santé. Ça participe à cette visibilité des réseaux. Yaya, c'est le plus grand. Bon, on n'est pas encore à la parité comme vous pouvez voir, mais on va y tendre. Donc Yaya est chargé de mission recherche et base de données. Voilà, il a une grande expertise base de données. Il va être à mi-temps pour la filière et il a aussi un mi-temps plateforme Paris-Saclay. Et voilà, il a déjà, ça fait longtemps qu'il travaille à la plateforme et il a, comme tu dis, de la bouteille sur les bases de données. Et donc vraiment, voilà, donc il va s'investir sur ces missions. Barbara Girard, vous la connaissez déjà puisqu'elle est arrivée depuis 1 an et demi. C'est ça, 2 ans 2 ans. Donc Barbara est conseillère en génétique et elle travaille à mi-temps sur maladie osseuse constitutionnelle et à mi-temps sur calcium phosphore. Voilà, avec du coup vraiment une augmentation des activités de conseil en génétique et de PFMG. Voilà, et je la remercie sur le développement de ces activités. Voilà, et Nathalie Gourmelon. Voilà, qu'on va entendre aujourd'hui, chargée de mission parcours de soins, formation, lien avec les associations beaucoup aussi.
voilà, dans ses missions. On va également beaucoup l'entendre aujourd'hui sur son travail de cette année. Et Baptiste Tesson n'est pas encore là puisqu'il commence ses missions le 1er décembre. Donc voilà, il a été recruté pour recherche et base de données également en collaboration, le côté plus recherche. Et il va beaucoup travailler avec Yaya. Voilà, je vous remercie. On garde Katia avec nous puisque elle va... Ça, c'est l'ordre du jour. J'en ai déjà parlé. Donc, on va aborder d'abord. Donc, c'est l'ordre du jour des actualités de la filière. Hein. Donc, on va aborder l'aspect communication avec Katia qui va rester à côté de moi pour parler du site internet et d'Oscar. Je passerai la parole à Elisabeth ensuite pour la campagne de labellisation pour vous donner un petit update. On fera également des points sur les différents projets sur amélioration du diagnostic et de la prise en charge. Il y aura ensuite une présentation, donc ça qui est faite par vous, les acteurs de la filière, sur les différents GT. Et puis c'est moi qui reprendrai la parole à la fin sur les actions de formation et sur comment la filière peut aider à supporter, à prendre en charge certaines choses pour vous aider à la formation des différents acteurs de la filière. Katia, je te donne la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site internet. En fait, on l'a préparé spécialement pour cette journée. Il a été mis en ligne lundi pour vérifier quand même que, techniquement parlant, tout était bien OK. C'est un site internet qui sera plus ergonomique que l'ancien, plus illustré aussi, avec plus de fonctionnalités. En particulier, en fait, il y a 2 moteurs de recherche très importants qui sont donc la recherche de soins par géographie, donc en passant par une carte interactive, et la recherche aussi de centres de soins par pathologie, mais également la possibilité d'avoir tous les descriptifs qui concernent donc les pathologies. Donc ce sont des moteurs de recherche qui n'existaient pas sur l'ancien site et surtout il y avait un moteur de recherche qui n'était pas vraiment fonctionnel. Et donc voilà, c'était des moteurs de recherche très importants par rapport au site. Il y aura également plus de rubriques, plus de contenu, donc plus d'onglets. Bien sûr, si jamais vous avez des idées d'onglets encore supplémentaires ou peut-être même de contenu supplémentaire, n'hésitez pas. De toute façon, vous aurez toutes les infos dans la newsletter pour pouvoir nous écrire et nous dire ce que vous souhaiteriez éventuellement en plus. Ce qui est bien avec le site internet, c'est que c'est modulable, on peut l'améliorer très facilement. Ce site est beaucoup plus facile à administrer que l'ancien site, donc on pourra nous mettre à jour des choses beaucoup plus facilement. Voilà, vous verrez notamment des choses en plus sur le parcours de soins, le parcours patient. Donc en particulier, il y a un onglet sur l'éducation thérapeutique qui n'y était pas, il y a des choses sur la qualité de vie qui n'y étaient pas. Voilà. Ce qui est important aussi de vous dire, c'est que c'est la même adresse pour retrouver ce site internet que le site antérieur, pour éviter qu'on se perde. Donc si vous cliquez sur l'ancienne adresse, c'est la même et vous allez tomber sur le nouveau site. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous conviendra. Dans ce site, il y a aussi une meilleure visibilité des associations puisqu'on a un onglet qui est consacré aux associations. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le site, sauf si vous aviez éventuellement des petites questions. Voilà. Et après, c'était juste pour vous rappeler en fait que nous avons des newsletters et donc en 2023, on va relancer certaines newsletters qui n'existaient plus. Donc nous avons les actus d'Oscar, ça c'est celle que vous connaissez le mieux, qui arrive dans votre boîte aux lettres le premier mercredi du mois. Donc ça, elle est vraiment mensuelle. Ça, vous la connaissez déjà bien. Ensuite, le flash recherche, on va reprendre le 3e jeudi du mois. Donc là, c'est à destination du réseau et en particulier donc, des acteurs recherche. Donc la première newsletter, je ne l'ai pas dit, mais c'est vraiment à destination de tout le réseau élargi. Voilà, et même quand elles sont intéressantes, on les met même sur les réseaux sociaux pour que même des gens qui s'intéressent de près ou de loin aux maladies rares Oscar puissent avoir aussi ces infos. Nous allons mettre en place aussi la news base de données. Donc ça, ce sera 2 fois par an seulement, sauf s'il y a besoin de plus, le 2e vendredi du mois. Et là, c'est aussi donc, à destination du réseau.
Voilà. Après, voilà, en fait, nous, on est en constante recherche d'amélioration. Donc, si à un moment, il y a des newsletters qui ne paraissent pas suffisamment souvent, on peut en reparler, etc., pour que ce soit le plus adapté aux besoins de la filière. Voilà. Et puis, on va lancer aussi sur les réseaux des petits quiz sur les pathologies. Donc, on travaillera bien sûr avec tous les acteurs. Et ça, ce sera à destination du grand public pour faire connaître aussi les pathologies, qui sont bien sûr très très mal connues. Voilà, aussi cibler des personnes qui ne sont pas a priori au départ, voilà, de près ou de loin dans le réseau. Et ça, ce sera donc sur les réseaux sociaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On est également en recherche d'éléments pour enrichir en fait voilà, les flash recherches, les actus d'Oscar, etc. Donc en fait, quand vous avez des papiers que vous allez publier qui sont acceptés pour publication, des éléments, des communications, etc., c'est une façon aussi de donner la visibilité à vos travaux de recherche. À travers notre réseau, mais comme c'est aussi diffusé de façon un petit peu plus large, il ne faut pas hésiter à passer par nous pour faire diffuser vos travaux. Donc ça, c'est vraiment un moyen de dissémination qu'il faut utiliser. Donc venez directement vers nous pour dire, il ne faut pas être modeste, hein, pour dire, voilà, mon papier a été accepté, est-ce que vous pouvez le passer dans le flash recherche du 3e jeudi, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Hein. Voilà. Et la dernière chose, donc, quand on parle de réseaux sociaux, pour l'instant, on est sur LinkedIn, Facebook et Twitter. Voilà. Peut-être on pourra faire d'autres réseaux. C'est les réseaux qui nous ont semblé les plus importants par rapport à la filière, à l'activité de la filière. Voilà. Merci. Twitter, en ce moment, c'est un peu... Bon, écoute, pour l'instant, on peut encore. Après, on verra si on passe sur un autre, voilà, sur un autre réseau. Donc, on va passer ensuite à la campagne de labellisation qui vous a certainement... beaucoup occupé ces derniers temps. Moi, c'était juste pour vous faire un petit point. On ne va pas revenir sur ce qui a été fait et puis Agnès va faire un petit topo dessus ensuite. Mais moi, c'était pour vous donner un petit peu les dates qui sont fixées ensuite avec le ministère. Aujourd'hui, organisée par le ministère, la relecture des projets par le jury et le trio d'experts. Donc ça, c'est sur une période qui est assez longue et en même temps très courte, puisque c'est un gros travail minutieux de relecture de chacun des acteurs. Qui se terminera en janvier 2023 et on nous a donc donné la date de mars 2023, voilà, pour la désignation des centres de référence avec le financement qui sera du coup délégué dans la première enveloppe de l'année 2023. Il faut savoir, on nous a bien informé sur cette modalité de cette année, de cette labellisation, il n'y aura pas de deuxième jury comme ça avait été le cas de la précédente labellisation, ce qui veut dire que s'il y a des questions, on va revenir vers les filières ou vers les centres de référence coordonnateurs pour demander des compléments d'information si nécessaire. Ensuite, une autre information importante, il n'y aura pas d'enveloppe supplémentaire en 2023, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de demandes de centres de coordonnateurs ou constitutifs qui ont été demandés. Il faudra que ça puisse rentrer dans la même enveloppe. Moi, je n'ai pas du tout les modalités ensuite du recalcul, mais ce qui est envisagé, l'option du ministère, c'est de recalculer la part variable qui était attribuée au centre et qui, du coup, à mon avis, voilà, mais ça n'est que mon avis et ça n'engage que moi, du coup, il y aura certainement cette part variable qui sera revue à la baisse. Il faut s'y attendre, malheureusement. Et ensuite, le ministère nous a dit s'engager en 2024 pour engager de nouvelles discussions pour demander à ce que l'enveloppe soit plus grande. Mais il n'y a pas de certitude sur ce point. Et ensuite, je vais laisser la parole à Agnès et ensuite, on peut répondre à vos questions si vous en avez. Ouais. Donc, effectivement, alors, vous savez, le choix de la filière a été... donc, on avait uniquement 2 réseaux sur la précédente labellisation. Et puis, dans le réseau MOC, il y avait 3... sous-réseau, en fait, MOC, DF et CED. Et donc, on a décidé, pour améliorer la visibilité, la clarté vis-à-vis des patients, des professionnels de santé, de partir sur, cette fois-ci, 4 réseaux bien distincts. Donc, ça, c'était la première stratégie. Le deuxième point, le réseau CAP a élargi ses pathologies aux pathologies du magnésium. Donc, ça, c'était sur l'aspect vraiment
pathologie et visibilité nationale. Voilà, donc ça c'est ce qui a été présenté à la DGOS dans la labellisation. L'autre point, c'est que la filière a décidé vraiment de soutenir les dossiers qui ont été présentés par les réseaux. Nous, on a estimé que ce que les coordonnateurs de réseau avaient proposé, on n'avait pas de raison de modifier voilà, et de remettre en question la stratégie proposée par chacun des réseaux. Donc, on n'a pas de remise en question à faire sur ces propositions. Donc globalement, on a une augmentation. La filière Oscar a une tendance par rapport à la labellisation actuelle, on a une augmentation du nombre de centres, puisque on est passé en centre coordonnateur de 2 à 4 centres coordonnateurs, et on va avoir 62 centres de compétences, et on fait une demande de 18 centres constitutifs. Donc voilà, on va vraiment vers... du coup, si toutes les filières font pareil que nous, c'est vrai que la part du gâteau pour chacun va forcément un peu diminuer. Voilà. On n'a pas eu tous la même stratégie. Hein. Il y a des filières qui ont décidé de refermer. On regardait ce que faisait à l'intérieur de chaque réseau, mais nous, on a été plutôt en soutien de ce qui avait été proposé par les réseaux. D'autre part, on a eu des ouvertures de sites là où il y avait vraiment... c'est pour ça qu'on a été en soutien, c'est parce qu'il y avait aussi des ouvertures de sites là où il y avait des trous dans la raquette, en particulier sur l'outre-mer. Donc voilà, donc nous, on avait vraiment estimé qu'il y avait eu un vrai travail de fait sur la couverture territoriale. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la mesure où on peut répondre, puisque le travail d'évaluation est en cours en fait. Hein. Donc nous, on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse sur cette labellisation. Hein. Si ce n'est d'ajouter que la labellisation de la filière viendra l'année d'après. Oui, merci. Donc, en fait, à Lyon, et j'imagine qu'ailleurs, dans les autres villes, ça doit être pareil, il y a une espèce d'inflation du nombre de centres demandés, beaucoup plus de constitutifs demandés. Ouais. J'imagine qu'à Paris, c'est pareil, ouais. Et qu'il y aura peu d'élus. Il y aura peu d'élus, nécessairement, parce que je pense que l'enveloppe ne va pas tellement varier. Et il y a beaucoup plus de centres demandés. Ou alors, la plupart des centres pourront peut-être être qualifiés parce que les dossiers sont bons, mais dans ce cas, l'argent pour chaque centre va être réduit. Soit la DGOS va avoir une vue globale et va diminuer le nombre de centres par site, soit il n'y a pas de vue globale et ils vont diminuer l'enveloppe par CRMR en labellisant chacun des sites, puisque c'est important par filière ou par réseau. Je n'ai pas la réponse à la question, honnêtement. On n'a pas le nombre aujourd'hui de constitutifs demandés sur l'ensemble de toutes les filières. C'est ça aussi qui pèse dans la balance, quoi. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ils vont calculer, mais voilà, ça c'est leur... dans tous les cas, dès qu'on a des nouvelles, on vous prévient. On va passer du coup au prochain axe, qui est l'amélioration du diagnostic et de la prise en charge. Pour vous dire que Chers confrères, malheureusement, cesse son activité au 31 décembre 2022. Donc ça, les animateurs des RCP sont déjà au courant de cette cessation d'activité. On est 9 filières concernées par cette liquidation. On peut vous rassurer sur le fait que les données seront récupérées, mais la façon dont ça va être orchestré, pour l'instant, j'en ai pas. On suit le dossier de près, mais j'ai pas d'informations plus à vous apporter. Et on est à la recherche d'un nouvel outil. On suit le dossier et normalement, on devrait avoir un petit peu plus de visibilité à partir du 5 décembre. On devrait revenir vers vous à partir du 5 ou 6 décembre pour savoir un petit peu vers quoi on tend. Voilà, mais on en a parlé hier aux animateurs, des coordonnateurs, pour un peu s'organiser avec une solution de repli, le temps de vous organiser la suite. Voilà, mais ça, c'est pas de notre fait. Malheureusement, on a été prévenu très tardivement
Et donc, juste pour vous apporter quelques statistiques, du coup, qu'on a récupérées quand même de chers confrères, évidemment. Et je te laisse, du coup, les... Alors, vous avez donc sur le tableau l'évolution des RCP. Donc, sur la première colonne du tableau, le nombre de RCP en 2021, et puis l'évolution qui est faite à chaque fois en noir en 2021 et en rouge en 2022. Et donc vous voyez que globalement, le nombre, que ce soit sur le nombre de RCP, le nombre de praticiens rattachés à chacune des RCP, ou le nombre de patients, grosso modo, hein, après quand on regarde dans le détail, il peut y avoir des petits mouvements. Oui, Mais le nombre de patients qui a été rattaché à une RCP ou le nombre d'avis donnés, on a une augmentation globale de l'activité des RCP. Donc sur chacun des réseaux, hein, et sur les RCP nationales, sur les RCP régionales, on parlera après de l'aspect PFMG, hein, mais et on voit qu'on a vraiment eu Alors c'est vrai que on est d'autant plus déçus de l'arrêt de l'outil, chers confrères, que je pense que ça a été vraiment un moteur dans le fait que la mayonnaise prenne très très bien sur ces RCP, c'est qu'il y a une facilité d'utilisation et de prise en main de l'outil, de dépôt du dossier, et puis ensuite de la présentation, la création de ces RCP dans les différentes spécialités, la RCP dentaire, la RCP pédiatrique, adulte, locale, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a très très bien fonctionné, avec un moyen de communication qui fonctionne vraiment très très bien. Donc, et ça, vraiment, je crois que c'est quelque chose pour la labellisation qui va probablement nous aider beaucoup, hein. Donc, il y a beaucoup de centres qui sont coordonnateurs de RCP. Donc ça, c'était un très très bon élément sur les dossiers de labellisation. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça, sinon que c'est des chiffres qui sont vraiment très très positifs pour la filière et pour chacun des centres. Je pense que vous vous reconnaissez là et vous reconnaissez vos patients. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur l'utilisation ou donc il faut, ce qu'on a discuté en copie hier soir, comme le disait Elisabeth, c'est que on va réfléchir à l'intérieur de chacun des réseaux, donc dans les 4 réseaux, le temps qu'on passe sur un autre outil ou la reprise de chers confrères, il faut qu'on réfléchisse à une réorganisation interne de comment est-ce qu'on va pouvoir réorganiser chacune de ces RCP, hein. Parce que ça serait dommage d'avoir une baisse d'activité, d'activité pour nous et pour les patients. Ouais. Voilà. On passe ensuite à un autre on passe à un autre outil, effectivement, qui est porté par la filière, et donc là, qui est animé par, c'est Nathalie qui nous aide, c'est un projet interfilière, des clés du diagnostic. Donc ça, c'est l'idée, c'est de développer un outil qui va être un outil d'aide essentiellement à destination des médecins généralistes. C'est un peu basé sur assez proche l'idée des pas à pas en pédiatrie. Donc c'est des arbres décisionnels qui partent d'un symptôme ou d'une anomalie biologique, et à partir desquels on va dessiner une construction d'un raisonnement diagnostique et ou thérapeutique, et donc qui se fait soit en format papier, soit en format
interactif online. Et donc, ces clés du diagnostic sont développées. On a décidé de partir sur une première clé à partir du signe fracture, puisque c'est un signe clinique qui était un peu commun à l'ensemble du réseau, en partant sur deux développements en parallèle, la fracture pédiatrique et la fracture adulte. Comme ça, il y a un peu deux groupes de travail qui se dessinent. Voilà, donc ça c'est un groupe de travail vraiment filière qui se développe là-dessus. Ensuite, on va partir sur les PNDS. Ah, on a une question. Oui. Comment fait-on pour aller toucher les médecins de famille sur des sujets aussi importants? On disait que c'était à destinée des médecins généralistes. Comment on fait pour aller irriguer ce réseau de médecins de famille? Alors après, donc ça c'est une question de diffusion. C'est diffusion, présentation en congrès de médecine générale, dans le quotidien du médecin. Voilà, c'est vraiment après c'est de la diffusion, de la dissémination. Voilà, aux internes, c'est de l'outil que tu dois avoir dans la poche. Voilà. Un lobby très puissant qui est celui des enseignants de médecine générale. C'est prévu. Oui. Ce sont des relais très importants. Oui. Tu veux prendre la parole, Nathalie, sur cette réponse? Non. Il faut un micro parce que sinon, à distance, ils ne peuvent pas entendre la réponse. Faire le relais, Yaya. Je voulais juste dire que la filière FAI2R a déjà démarré la présentation de clés lors de congrès différents, médecine générale, pédiatrie, etc. Et les médecins sont vraiment très, très intéressés. C'est vraiment... Par exemple, les entretiens de Bichat, etc., ce type de journée, c'est vraiment là où on doit présenter ce type d'outils. Et on a vraiment dans l'idée que là, on doit travailler maintenant vers la médecine générale, la médecine de ville. Donc, on doit développer des outils. On n'a pas parlé là aujourd'hui, mais par exemple, on a publié les recommandations, les nouvelles recommandations de supplémentation en vitamine D chez l'enfant. La filière a participé à ces recommandations. Et donc là, on est en train de développer des outils qu'on doit disséminer vers la médecine de ville. Et pas que vers les pédiatres, mais aussi vers les médecins généralistes. Donc c'est vraiment, on est dans l'idée qu'on ne doit pas travailler que vers les spécialistes des maladies rares. On doit être beaucoup plus large. On a une question là-bas. Yaya, tu peux... Merci de ton aide. Oui, pour la dissémination de l'information, nous, au niveau associatif, on travaille beaucoup avec les conseils de l'ordre qui sont vraiment très, très friands. Ils aiment bien quand on leur transmet ce type d'informations et les mettre dans leur newsletter ou ils les poussent directement par mail aux généralistes. Et ça marche plutôt pas mal. Ouais, c'est une très bonne idée. Merci. Merci. Je prenais les petites notes du coup pour. On passe sur d'autres outils que sont les PNDS, pour vous dire qu'il y en a 3 qui ont donc été publiés en 2022, que d'autres sont en cours d'écriture et que vous pouvez retrouver tous les outils sur le site internet. Je vous invite à aller consulter et pour également vous parler. Le ministère ne financera plus l'année prochaine l'écriture de PNDS. Donc la filière Oscar a pris le parti de faire cette proposition à son réseau. Et le COPIL hier a décidé nous avions reçu 3 dossiers et a décidé de financer 3 prochains PNDS qui seront donc le syndrome de Mir, le SED de type classique et les agrécanopathies, c'est ça ? Voilà. Voilà, donc pour l'année prochaine. D'autres projets donc, sont en cours de développement au sein de la filière Oscar et un que l'on partage avec la filière Andirard qui est pilotée par Barbara Girerd, donc conseillère en génétique qui s'est présentée tout à l'heure, et Angélique Gaba. On a également demandé la participation des plateformes d'expertise maladies rares que sont Paris-Saclay et Paris-Centre pour travailler sur le projet. Et ça sera une vidéo sur la préparation d'une consultation en génétique qui sera ensuite mise à disposition de toutes les filières, toutes les plateformes, tous les centres qui souhaiteront partager cette vidéo qui sera sous-titrée et ensuite traduite.
Voilà, donc on vous fera part de sa diffusion et ça sera janvier ou février au plus tard on reviendra vers vous et pareil, ça sera annoncé via nos réseaux sociaux. Et ensuite, je vais laisser la parole pour l'article 51 sur l'hypoparathyroïdie. Donc l'article 51 sur l'hypoparathyroïdie, c'est aussi un projet qui est piloté par la filière. Et donc les projets article 51 sont des projets qui sont de soutien, soutien financier, projets de soutien financier à des parcours de soins qui ne sont actuellement pas financés dans le cadre d'un parcours de soins classique d'une pathologie. Donc il faut en fait, et c'est un soutien de la part du ministère de la Santé et de la Prévention, et donc il faut soumettre un projet et proposer un parcours de soins intégré avec les différents acteurs du parcours de soins, en particulier impliquant les associations de patients, le lien ville-hôpital, et de vraiment faire un projet qui soit très abouti, intégrant les différents acteurs de santé, les implications médico-économiques, etc. Donc on a un projet qui a été proposé par Jean-Philippe et sur lequel on a décidé de travailler, en particulier puisque Nathalie Gourmelon, qui est chargée de mission de la filière, avait déjà cette expertise sur un projet dans lequel elle avait travaillé pour la chirurgie bariatrique. Et donc on a donc décidé de se lancer pour l'hypoparathyroïdie avec le soutien de l'association de patients hypoparathyroïdisme France, et c'est un projet qui est déjà bien lancé et dans l'idée de le soumettre au printemps, vers avril-mai, si je ne me trompe pas, Nathalie. Il y a donc plusieurs groupes de travail qui ont déjà commencé et qui sont lancés pour cet hiver, qui ont débuté mais qui ont une grosse charge de travail pour décembre-janvier. Voilà. Et puis pour terminer, pour notre partie, bien évidemment les rencontres avec les associations qui cette année se sont encore faites en distanciel malheureusement, avec Barbara qui a proposé 2 rendez-vous autour de la génétique qui ont plutôt été très apprécié par les associations de patients et les adhérents des associations. C'était ouvert vraiment à tout le monde. Et puis moi j'ai fait un petit point en octobre sur la labellisation pour expliquer un petit peu aux associations les dossiers qui avaient été soumis par réseau pour qu'ils puissent un petit peu aussi comprendre les enjeux et puis aussi les remercier de leur participation active puisque vous avez été nombreux à les solliciter pour des courriers de soutien et je pense qu'on peut remercier les associations d'avoir vraiment joué le jeu parce que ça ne devait pas être évident. C'est tombé en plus pendant une période de l'année un petit peu compliquée puisque c'était l'été. Voilà, donc merci à tous. Et puis on a surtout envie de revoir les associations en présentiel. Voilà, là on en a quelques-unes qui sont parmi nous aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment qu'en 2023 on remette un rendez-vous, une rencontre tous ensemble autour d'une thématique qui n'est pas encore définie, mais on travaille avec les associations, elles vont nous faire des propositions et peut-être que vous serez sollicités pour certains d'entre vous y participer. Et je vais à présent appeler Geneviève pour qu'elle vienne présenter les travaux du groupe de travail Parcours de soins de la filière, qui va vous... Voilà, puis on va prendre le micro si jamais il y a besoin de questions. Voilà. Merci beaucoup Agnès et Elisabeth. Et donc effectivement, au nom de tout le GT1 dont une majorité est dans la salle, nous allons juste vous donner un récapitulatif de ce qui a été réalisé cette année. Alors attendez, ça marche. Voilà. Donc, comme vous le savez, ce sont essentiellement des outils concrets, pragmatiques, à destination d'une part des personnels, des soignants, mais également pour les patients et leurs familles. Et vous retrouvez tout l'ensemble de ces documents sur le nouveau site Oscar, qui effectivement est super. Je viens de le regarder, il est super et rapide. Ouais. Alors, il y a d'une part
Donc c'est la suite d'autres travaux qui ont été réalisés les années précédentes. Donc comme fiches repères, qui sont donc des fiches sur des outils transversaux, il y a un travail en cours de rédaction qui n'est pas facile, qui est sur la densitométrie osseuse de l'enfant. Au niveau des cartes d'urgence et des calendriers de suivi, maintenant nous essayons de suivre les PNDS, puisque ce sera un trio PNDS, carte d'urgence et calendrier de suivi. Donc en cours, il y a l'hypoparathyroïdie et l'hypophosphatémie génétique. En calendrier de suivi, il y a la dysplasie fibreuse qui est terminée, la maquette est en cours, l'hypoparathyroïdie, et à venir bientôt, ils sont ébauchés, la pseudo-hypoparathyroïdie et l'hypophosphatasie. J'ai du retard. Ensuite, une grosse part cette année a été réalisée autour de l'éducation thérapeutique du patient. Alors c'est vrai qu'il est difficile de rentrer dans ces gros programmes dont la méthodologie est assez lourde, mais il y a eu vraiment beaucoup de temps consacré à cette ressource importante. Et grâce à Oscar, il y a eu 6 programmes de TP financés par la DGOS en 2019 et en 2020. Donc il y a eu, vous les lisez, sur le XLH, avec un Serious Game à Bicêtre. Il y a eu un double ETP qui avait été initié à Cochin et pour la partie adulte et qui a été complété avec la partie pédiatrique à Necker, donc transition et ostéogenèse imparfaite, avec des premières séances en 2021 et maintenant en 2022. Un ETP pour les adultes CED à Garches est très, très, très important. L'hypoparathyroïdie de l'adulte à Nantes. De nouveau sur les CED non vasculaires à Toulouse. Et puis, il y a actuellement un autre TP pour l'ostéogenèse imparfaite très transversale de la période néonatale à l'âge adulte à Toulouse. Et fort de toutes ces expériences, et quand on en parlait dans les groupes, on trouvait que chacun avait eu des idées et des choses très intéressantes qui avaient été mis en place dans ces ETP. Et donc, il a été décidé de réaliser une rencontre transversale pour justement partager les expériences autour de ces ETP. Et voilà. Alors, on rappelle ce que c'est que ces ETP, c'est différentes étapes, avec d'une part, avant la réalisation, ces ateliers, finalement c'est des ateliers, donc avant il y a tout un bilan à faire avec les personnes avec les patients qui vont suivre ces ETP, qui s'appelle le bilan éducatif partagé, le BEP. Et donc on fait un peu le point sur là où en sont les connaissances du patient, quels sont ses besoins et ses attentes. Et donc, on a un petit canevas de questions et il va y avoir un accord entre l'équipe et le patient, un contrat, c'est des mots un petit peu forts, mais pour montrer que c'est un engagement sur les compétences à acquérir et les activités à réaliser pour y parvenir. Ensuite, il y a un programme qui est dit personnalisé parce que tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de connaissances et les compétences à acquérir en fonction donc des objectifs définis par le BEP et en fonction du programme prédéfini de ces ateliers. Et puis il y a les ateliers, donc les séances. Donc il y a différents types de TP. Il y a des ETP en individuel, il y a des ETP en groupe. Quand il y a un geste thérapeutique, on va être plus dans l'individuel. Quand c'est au contraire des connaissances à acquérir, on va être plutôt en groupe avec une vraie dynamique et de l'animation. Et ces 2 dernières années, on a été obligé, et c'était pas mal finalement, de faire des séances en distanciel et avec néanmoins tout autant d'émotions et d'avancées. Et ça peut être adapté pour certains types de TP. Au décours de l'ETP, il ne s'agit pas de dire, ben voilà, c'est fait, ciao. Non, il faut évaluer si les compétences ont été acquises, s'il y a eu, toujours pareil, questionnaire de satisfaction. Et il y a en fait 2 bilans à distance à réaliser pour voir si ces connaissances ont été acquises et si elles ont besoin d'être resolidifiées. Parfois, on peut reproposer un nouvel ETP. Voilà. Donc, il y a 2 grands thèmes dans ces ETP. D'une part, le apprendre, mieux connaître sa pathologie, qu'est-ce qu'elle est, d'où elle vient, les symptômes, les aspects génétiques, avec des choses très simples, ce qu'on appelle le conseil génétique et les possibilités de transmission. Apprendre à lire aussi un compte-rendu d'analyse génétique qui peut paraître un peu insipide au début
à apprendre à le diffuser, à en parler à quelqu'un d'autre. Et c'est très intéressant de voir les jeunes, les ados qui ont fait la génétique en 3e, de voir comment ils vont s'approprier leurs propres résultats. Connaître aussi les aides matérielles, techniques qui peuvent exister et les aider au quotidien. Tous les aspects administratifs, comment gérer le 100%, le renouvellement, le dossier MDPH, ça c'est pour les plus grands, à partir d'un certain âge. Communiquer encore une fois sur sa pathologie. Et on peut rajouter aussi certaines actions thérapeutiques qui aujourd'hui aussi arrivent et qui vont pouvoir être développées dans le cadre de TP. Ça fait partie, comme pour un diabète, pour de l'hormone de croissance, on a maintenant d'autres médicaments qui arrivent et qu'il faudra développer dans le cadre de TP. Et puis il y a tout le vivre avec, vous le savez, tout aussi important, sa vie quotidienne, adaptée, qui est le mot-clé évidemment, faire que sa pathologie soit en seconde ligne par rapport au quotidien, la vie sociale, la vie scolaire, tout ce qui va être formation professionnelle, enfin d'abord universitaire puis professionnelle, gérer les conséquences directes de la maladie et des traitements, les douleurs, les événements qui peuvent arriver comme des fractures ou une poussée de sa pathologie, et tout ce qui va être aussi les aspects sociaux, tellement importants dans nos pathologies avec un handicap souvent visible, le regard des autres, la stigmatisation, et ça c'est aussi une part très importante des derniers ETP en cours. Apprendre à repérer, à évaluer son niveau de santé et savoir repérer le plus précocement possible une période d'activité particulière ou essayer de limiter les facteurs déclenchants, apprendre à gérer devant une douleur, est-ce que c'est lié à un événement en lien avec ma pathologie ou autre chose, parce qu'on peut tous avoir, il peut y avoir aussi autre chose qui surviennent. La transition a été, vous l'avez vu, le sujet de 2 ETP, de Toulouse et puis de Cochin-Necker. Faciliter cette transition, c'est tellement important que le jeune qui va passer dans le monde des adultes puisse faire un point d'étape sur sa pathologie. Souvent, c'est des moments très, très forts où on va reprendre un peu, il va regarder en arrière quels ont été les moments clés de son parcours. Qu'est-ce que c'est encore une fois ma pathologie? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Comment je vais gérer? Qu'est-ce qui m'attend dans le monde des adultes? Et voilà. Et puis, ça va être un sujet très chouette aujourd'hui, les activités physiques. Dans toutes nos pathologies Oscar, quelle qu'elle soit, l'activité physique est clé, avec ce mot également important qui est adapté. Et dans les ETP, c'est également un des sujets très importants envisagés, comme les voyages, l'alimentation et d'autres éléments de notre vie quotidienne. Voilà, donc dans les exemples d'ateliers qui ont été réalisés, il y a la représentation de soi. Dans les ETP adultes, par exemple, à partir de photos, c'est une des techniques d'ETP classiques, des photos soit apportées par le patient, soit apportées par l'équipe organisatrice, des photos qui le représentent à différents moments de sa vie, de lui-même, de sa vie, et qui vont engager une discussion sur ce que peut représenter l'impact de sa pathologie dans sa vie quotidienne et en interaction avec les autres participants. Pour les personnes qui animent ces ateliers, c'est toujours des moments très forts où on apprend tous énormément de choses et ça nous enrichit tous et on est des passeurs de messages et on essaye de s'améliorer pour les autres petits qui arrivent et que nous allons prendre en charge. Dans les ETP pour enfants, encore une fois, le mot émotion est cité et peut être favorisé par des jeux de cartes où ils vont exprimer des souvenirs ou des moments forts et comme on dit certains, s'abrassent. Les jeux de rôle où on échange, le soignant devient le patient devient le soignant, ça aussi c'est pas facile et ça permet à chacun d'essayer de mieux se mettre dans la peau de l'autre et puis de faire passer encore une fois des messages. Mieux comprendre autrui et dans les deux sens. Les ETP, voilà, et on l'a fait dans les ETP adultes, dans les ETP enfants, avec des mises en scène différentes, avec des planches qui aussi permettent de faire avancer les choses, parce que le but, encore une fois, c'est d'avancer et d'utiliser toutes ces émotions, tous ces souvenirs, toutes ces connaissances pour partager et aller de l'avant toujours. Alors, bien sûr, il y a des limites
dans ces activités d'ETP. Et je pense que tous les gens qui participent à ce type particulier d'activité disent, on râle beaucoup parce que ça prend du temps. C'est une procédure assez technique pour lequel on doit faire une formation qui prend plusieurs jours, pour lequel on doit développer pas mal d'outils, pas mal d'écriture. Donc ça prend du temps, on n'a jamais évidemment assez de disponibilité. Et puis pour les personnes qui vont suivre, les patients aussi, ça leur prend une journée, le trajet, c'est fatigant. Et quel va être l'impact finalement au long terme l'impact positif de ces ateliers sur leur pathologie et leur vie quotidienne. Encore une fois, au niveau administratif, nous, il faut qu'on déclare tout ça, il faut faire du suivi. En dehors de l'hôpital, c'est souvent pas très connu, notamment par les médecins de ville. Et là aussi, c'est des choses qu'on doit probablement partager dans nos futurs réseaux ville-hôpitaux, enfin tout ce qu'on essaye de construire, parce que probablement il y a pas mal de choses qui peuvent se faire aussi, et c'est des choses qui sont maintenant de plus en plus reconnues en médecine non hospitalière. Alors, bien sûr, les bénéfices, c'est de comprendre de l'intérieur mieux sa pathologie, savoir où on est dans ses compétences pour en acquérir d'autres, partager évidemment les expériences, et il n'y a pas que dans les ETP, mais de rassembler les patients ensemble et chacun apprend des autres, et ils sont très demandeurs, enfin, nous en pédiatrie et les jeunes adultes, ils sont très demandeurs de partager, de voir qu'ils ne sont pas seuls. Savoir écouter, apprendre à écouter, est quelque chose qui est très important et qu'on essaye aussi dans ces ateliers. Ça renforce la confiance en soi, gestion des émotions, savoir les transformer en positif, et puis apprendre à mieux prévenir et mieux gérer son devenir. Alors, il y a eu également, donc on a parlé des outils, on a parlé de l'ETP, et puis il y a eu cette enquête sur la transition qui avait été commencée il y a plusieurs années, qui a été concrétisée en 2021, avec cette enquête qui a été finalisée par vous, Madame Gourmelon, avec 98 répondants. Et les demandes des patients sont de disposer plus d'informations sur cette transition en amont de celle-ci, comment ça va se passer, d'aborder également, il n'y a pas que le suivi médical, mais il y a toutes les conduites à risque au moment de l'adolescence et comment on gère tout ça, parler de la génétique, la fameuse question de la transmission, donc le conseil génétique, hérité, non hérité, transmissible, l'accompagnement, la faisabilité et l'accompagnement d'une grossesse et du post-grossesse, qui est très important. Beaucoup de questions que se posent les jeunes et qu'ils n'osent pas parler, dont ils n'osent pas parler dans les consultations. On est dans surtout le suivi de leur pathologie. Et puis, mieux informer les médecins, nos collègues des secteurs adultes, de ces attentes d'adultes souvent très jeunes, et de les aider à les orienter pour tout ce qui est le vivre avec. Mieux prendre en compte éventuellement le handicap cognitif quand il existe, et ça c'est aussi quelque chose qui doit faire partie, qui fait partie de la demande des patients. Alors, donc, le groupe de travail a proposé deux documents, une fiche à destination des professionnels qu'ils puissent facilement avoir dans leurs activités pour exprimer le déroulé de la période de la transition, avoir des repères, des conseils, petite checklist, est-ce que j'ai bien parlé de la transition, à partir de quel âge et dans telle pathologie, quelles sont les ressources dont je vais pouvoir parler. Donc on va essayer de finaliser ça en 2023. Donc ça c'est pour les professionnels de santé à diffuser dans les centres, et puis une fiche pour les patients pour expliquer aussi ce qu'est la transition pour les enfants, pour leurs parents, et avec également des choses qui rassurent mais qui donnent des repères et qui puissent être la base pour accompagner au mieux la transition. Et vous savez que c'est quelque chose qui est fait dans d'autres filières également. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je voudrais aussi associer Cyril Amouroux à ce groupe de travail. Voilà, et désolé, mais tout à l'heure, le dessin précédent est passé sur YouTube, mais pas chez nous. Voilà, donc
On peut, oui, ouais, merci. Merci Cyril et Geneviève pour ce travail. De quoi? C'est de l'animation. C'est pour nous divertir le temps que Corinne veuille bien monter sur la scène. Donc Corinne Collet, on peut poser des questions à Geneviève. Ben oui, tu veux poser quoi comme question? Il faut un micro. Yaya, tu peux donner? Sur l'ETP, Geneviève. Geneviève, sur l'IETP, parce qu'on a développé des IETP, mais nous, on a un problème de valorisation, c'est que l'ARS nous dit qu'on ne peut pas valoriser l'IETP. Donc ça, c'est quand même un gros souci parce qu'on y passe beaucoup de temps. On n'a pas de réponse. C'est sûr qu'il n'y a pas pour l'instant de codification. Et c'est des choses qu'il faut aussi mettre sur le tapis. Parce que c'est quand même pratique. Hein, et notamment quand il y a eu ces épidémies, il y en aura d'autres. Et puis pour les personnes qui se déplacent difficilement, c'est des choses qu'il faut faire remonter. Ça viendra. Oui, à Saint-Maurice, il y a un ETP sur l'osteogenèse imparfaite qui existe depuis maintenant. On a passé notre 4e année et on a fait tous les renouvellements. On a eu à peu près 36 familles qui sont passées dans l'ETP et qui sont très contents. Et par rapport à la valorisation, est-ce que vous ne pourriez pas le passer comme une téléconsultation, les e-learning, parce que quand vous faites quelque chose au niveau, comme une espèce de consultation à distance, ça équivaut à un hôpital de jour si on le passe en téléconsultation. Je ne sais pas si vous avez... C'est pas vraiment une téléconsultation, parce que l'IETP, le Serious Game, par exemple, le patient, il y va quand il veut. Il se met seul sur le Serious Game. On fait le BEP avant, et puis ensuite, on prescrit, voilà, et le patient, il y va quand il veut sur sa session. C'était un cas qu'un soignant soit de l'autre côté. Oui. Ça peut être valorisé, mais c'est vrai que s'il n'y a pas un échange avec un soignant, on ne peut pas le valoriser. Voilà. Donc c'est vraiment très, très spécifique. L'IETP, c'est très spécifique. Hein. Oui. Et donc, c'était une demande du ministère et de la DGOS qu'on développe des IETP. Et puis après, hop, il n'y avait pas derrière la question de la valorisation. Donc, en fait, on n'a pas été au bout de la démarche. Merci. Là-bas, je vous laisse, Bonjour tout le monde. Moi, je voulais juste ajouter... Moi, c'est Sana Ediri Castani, je suis la chef de projet du CRMR de Toulouse. Voilà. Moi, je voulais juste rajouter une information par rapport à chez nous. L'IETP est reconnu quand il fait partie d'un atelier de l'ETP. Donc l'ARS Occitanie, elle le reconnaît. Mais il faut que ça soit juste un atelier de tout l'ETP. Et, voilà. Et c'est validé. Il y a d'autres expériences ou des points positifs ou des limites que vous voudriez mettre en avant ou sur la transition, comme Geneviève nous a dit? Non ? Je dirais qu'une des difficultés aussi qu'on rencontre, c'est que pour les ETP, on mobilise dans la journée au moins 10 personnes du personnel du service pour 2 fois 3 familles. C'est vrai que le rendu est super et spectaculaire des fois parce qu'ils se sont vraiment pris en compte et qu'on prend le temps, qu'on n'est plus dans ce rôle de soignant comme on peut l'être. Mais mobiliser aujourd'hui dans la situation actuelle des hôpitaux publics 10 soignants dans la journée, des fois c'est compliqué, c'est pas trop pris en compte. Non, on est d'accord, on a eu la même expérience
On a Aurélie qui est infirmière de coordination qui est là. On a eu la même expérience. Tu veux donner ton expérience, Aurélie? Tiens, attends, il faut. Alors bonjour à tous, je suis Aurélie Guinard, je suis infirmière dans le service d'Agnès. Récemment, on est en train de créer le poste d'infirmière puéricultrice, coordinatrice et d'éducation. Donc c'est tout nouveau, ça se met en place. J'ai été du coup sur une autre maladie rare, donc sur tout ce qui est hyperplasie congénitale des surrénales. Donc avec le docteur Bouvatier, on a créé les séances d'ETP. Donc effectivement, on a fait des ateliers collectifs sur une journée pour clairement faire aussi passer ça en hôpital de jour. On a optimisé en faisant des séances, en tout cas infirmières avec le médecin. On a convié aussi Barbara et la diététicienne. Donc c'était une journée très dense pour les patients, mais au final ils sont contents parce qu'ils sont venus, ils se sont déplacés et ils ont vraiment l'impression de s'être déplacés pour faire beaucoup de choses et pas juste une consultation. Voilà, donc c'est très bien, les patients très contents. Effectivement, on ne peut pas accueillir beaucoup de patients parce que dans les ateliers, déjà en pédiatrie, on a l'enfant et les parents. Et l'objectif quand même, c'est d'être dans le collectif, mais tout en ayant un œil sur l'individuel. Donc on reste sur 6 patients. Voilà, ils ont été ultra contents. Les enfants, franchement, j'étais trop fière d'eux. Ils ont bien écouté. En fait, l'objectif, c'est vraiment, on a fait plein de petits jeux pour que les enfants deviennent actifs, et les parents aussi, et par l'intermédiaire des outils que nous avons disposés, on touche clairement les parents d'une manière très simple, et ce qui est bien, parce que des fois, le langage du médecin et ce que comprend le patient, voilà, il y a quand même un écart. Donc voilà, on a créé aussi par l'intermédiaire du Fab Lab, des objets d'ETP, notamment des surrénales en 3D, sous forme de puzzle que les enfants devaient reconstituer et après resituer dans un corps en papier. Et ça, ils ont beaucoup aimé. Donc voilà, pensez au Fab Lab, je pense qu'il commence à en avoir un peu dans tous les hôpitaux maintenant, qui vous aident vraiment, qui vous accompagnent pour tout ce qui est outils d'éducation thérapeutique. Merci Aurélie pour ton témoignage, mais ça rejoint voilà, exactement ce qu'on a vu et effectivement le besoin d'être très mobilisé autour des patients et qu'on a besoin d'être nombreux et que parfois la valorisation autour, elle n'est pas tout à fait à la hauteur de cette mobilisation. En fait, effectivement, l'ARS reconnaît le programme, comme disait madame, je n'ai pas retenu son prénom, Sana. Mais après, il y a aussi tout ce que... En fait, il y a 2 choses différentes. Il y a l'ARS, et puis après, il y a nous, ce qu'on déclare. Donc là, nous, en l'occurrence, on essaye de faire passer en hôpital de jour. Mais la question est, qu'est-ce que le patient a retenu après de cette journée qui est quand même qui est très intense. Donc voilà, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais c'est la problématique de se dire comment on fait, parce que clairement, à l'hôpital, voilà, il faut quand même... qu'on rentabilise et comment on fait pour que le patient en tire tout le bénéfice, quoi. Super, merci Aurélie. Et bien toi Corinne. C'est moi. Je sais pas si Il faut redonner la main à Corinne, s'il vous plaît. ça, j'appuie sur tous les boutons. Voilà. Ah non, là, on est loin, là. On est parti un peu loin. Marche arrière, peut-être. Hop, marche arrière. Hop. Et voilà. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, concernant le groupe de travail GT2, nous souhaitions en fait vous présenter principalement les symposiums, c'est-à-dire le symposium qui a eu lieu en 2022 et vous présenter le programme de celui de 2023. Tout d'abord, un grand merci à la filière de nous permettre d'organiser ces symposiums. Un grand merci à Agnès et Elisabeth, parce que c'est vrai que vous êtes
vraiment super pour ça, pour nous aider, pour organiser, etc. Et donc, revenons sur l'expérience de retour d'expérience du symposium qui a eu lieu en mars 2022 à la Maison des Associations en 13e. Et ce symposium, qui dure une journée, est finalement construit avec 2 sessions. Une session MOOC sur les le thème cette année, c'était les fragilités osseuses, et une session métabolisme ossoclassique, et le thème était donc l'hyperparathyroïdie. Donc c'est vrai que c'est un lieu très important où il y a beaucoup d'échanges entre les participants, les intervenants. Alors cette année, on avait choisi de le faire en présentiel, un petit peu post-Covid, que tout le monde puisse discuter, et ça s'est vraiment très bien passé. 90 participants. Et finalement, on a voulu donc réitérer cette expérience en tenant compte des thèmes qui avaient été abordés précédemment, c'est-à-dire anomalie de la phosphatémie en 2016 et maladie osteocondensante en 2018. Donc là, je voulais vous présenter le programme de 2023 qu'allons-nous faire cette année. Eh bien, cette année, en 2023, nous allons garder cette structure d'une journée avec 2 sessions. Cette fois-ci, on a un petit peu décalé la date. Ça va avoir lieu le 9 mai. Retenez cette date importante, le 9 mai, à la porte de Versailles, à l'hôtel Mercure. Pour qu'il y ait forcément beaucoup plus de participants, on va passer cette fois-ci à un format hybride. Forcément, c'est plus quand même, on va dire, normal. Voilà, tout le monde peut participer. On va essayer d'être le plus interactif possible. Et qu'avons-nous choisi comme thème ? Eh bien, 2 thèmes qui nous tenaient à cœur. On a décidé tous ensemble au cours des réunions. Le matin, une session anomalie rare dentaire. Et l'après-midi, une session plutôt génétique. Alors, anomalie rare dentaire, eh bien, c'est finalement un signe qu'on trouve dans de très nombreux syndromes et qui intéresse finalement 2 filières. La filière tête-cou, plus exactement Aurare et Oscar. Et du coup, on a décidé finalement de faire une session transfilière avec des intervenants venant de ces 2 filières. Alors, le programme n'est pas tout à fait finalisé, mais déjà des grands points se dessinent. Le circuit diagnostique, le point imagerie, très important, et le point clinique avec l'idée de toujours parler des pathologies communes entre la dent et l'os. Et beaucoup de cas cliniques qu'on appellera casse-tête diagnostique. Et là, je m'arrête tout de suite pour remercier Céline Gaucher, puisque c'est elle qui organise finalement cette session. Vraiment, un grand merci à Céline qui est là. Tu pourras en parler davantage. Parce que est-ce qu'elle peut se lever, Céline ? Voilà. Alors, le programme, là, j'ai mis que quelques... Voilà, on n'a pas trop détaillé, mais je sais qu'il est un peu plus avancé que ça. Voilà. On a des noms déjà. Voilà. Et, alors déjà, merci effectivement pour l'opportunité. Et tout de suite, effectivement, dès qu'on a commencé à en discuter dans le groupe de travail, j'ai tout de suite soumis l'idée qu'on puisse faire quelque chose de transversal, puisqu'il y a déjà des échanges, on le sait, entre un certain nombre de CCMR, CRMR, Oscar et des CRMR, CCMR Aurare, puisqu'effectivement, quasiment tous nos patients, vos patients, ont des pathologies autour de la dent. Voilà. On est au moins 2 dentistes dans la salle, puisque le professeur Bios-Duplan est à ma droite, que vous connaissez aussi pour certains d'entre vous. Donc ça me paraissait évident de proposer quelque chose de transversal, et Tête et Cou a suivi tout de suite de façon très positive, avec une très belle dynamique. Donc effectivement, ça sera le draft de la matinée, avec effectivement un petit point diagnostic et sur le circuit qu'on fera avec le professeur Bloch-Zupan, un point imagerie par un de nos collègues d'hôpital Rothschild qui travaille dans le CRMR, effectivement Aurare, du professeur Mola Deladure. Et puis après, quelque chose de très clinique animé par des patients présentés, effectivement, des remontées de patients présentés des différents CRMR et CCMR au niveau national pour couvrir au plus large. Donc voilà, j'espère que ça sera très interactif et très sympathique. Et l'après-midi, une session génétique. Et là, on a décidé, finalement, on s'est dit, tiens, on va faire un petit peu retour d'expérience des fameuses plateformes Oragen et Skaya, des plateformes de génomique. Donc, le titre et le thème de cet après-midi-là sera l'apport des plateformes Oragen et Sequoia dans le diagnostic des maladies rares osseuses et du métabolisme ossoclassique. On essaye de monter finalement une session avec de très nombreux cas cliniques.
L'idée, c'est de faire des cas cliniques qui peuvent être préparés, où on a déjà, voilà, tout est préparé, ou plutôt interactif, ou plutôt classe inversée, tout est possible. Et l'idée, c'est que ce soit présenté, pas forcément en solo, loin de là, mais plutôt en duo ou en trio, avec des cliniciens, des radiologues, et forcément, d'emblée, si vous avez déjà des petites idées ou si vous voulez présenter vos cas, pas de souci, on essaiera de faire une sorte d'appel à cas, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour qu'on puisse préparer l'après-midi avec de nombreux cas cliniques. Nos amis d'Oragène nous ont répondu très positivement pour l'instant. Les biologistes d'Oragène ont répondu très positivement et sont tout à fait partants pour présenter justement la plateforme Oragène. Et nous souhaitons finir cette session sur les plateformes de génomique, sur un bilan d'activité Sequoia, Oragène. Alors, ça peut être un bilan forcément statistique, on va dire un bilan de fréquence, ça peut être un bilan peut-être plus pour parler des soucis ou des problématiques que l'on peut rencontrer. Voilà. Donc c'est un bilan, je dirais, positif, plus qu'un bilan interactif. Voilà. Pas un bilan pour dire des chiffres, etc. Voilà, je vous remercie. Et maintenant pour le GT3 de Gilles Laverny, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors d'abord, forcément, merci à la filière de nous donner l'opportunité de financer, d'organiser tout ce que je vais vous présenter là. Et pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir présenter tout ça au nom de la filière. Donc tout d'abord, une des missions, c'est de favoriser la recherche et de favoriser les carrières montantes. Donc cette année, 2 prix ont été décernés. Ces prix qui ont été décernés lors de la journée recherche, dont je reviendrai un peu plus tard. Il y a également eu des appels à projets, donc on essaie de stimuler donc des impulsions à la recherche sur des petits projets. Donc cette année, il y a eu 5 projets financés donc dans différents instituts, différents hôpitaux. Donc pour l'année prochaine, donc on sait déjà qu'il y aura 3 appels d'offres qui vont être lancés donc à partir de janvier. Donc surtout, n'hésitez pas à postuler et à nous envoyer des dossiers qui pour sûr, vont être regardés très attentivement. Alors, une des missions également, c'est d'intégrer de nouvelles équipes pour essayer d'avoir donc une filière de plus en plus grande et de plus en plus homogène et pluridisciplinaire. Donc, 2 équipes nous ont rejoints cette année. Donc, des équipes qui ne faisaient pas forcément de l'os ou des maladies osseuses au début, mais effectivement une équipe plutôt de myologie, donc où on a eu la chance de les accueillir et qui ont eu un prix, qui ont répondu positivement à un appel à projet prestigieux de la Fondation Maladies Rares, avec également l'AFM. Donc voilà, donc 2 équipes en plus. On organise aussi également, donc, comme chaque année, donc, des webinaires. Donc, cette année, 5 webinaires ont été organisés, là aussi de manière très pluridisciplinaire, avec des gens de différents horizons et de différentes topics. Donc, c'est des webinaires que vous pouvez suivre, qui sont disponibles. Et je vous encourage vraiment à essayer de suivre un peu ces présentations. Donc, pour l'année prochaine, le programme est déjà disponible. Alors, les titres sont encore à déterminer, mais en tout cas, là, vous pouvez voir que les thèmes sont vraiment variés. Et on a vraiment hâte d'écouter les différents speakers. À noter aussi que, comparé aux autres années, donc, on a rajouté une conférence puisqu'on a la chance de pouvoir participer à une présentation d'orateurs prestigieux. Donc là aussi, merci à la filière de mettre tout en œuvre pour le rendre disponible. Et ce sera en visio. En présentiel et en visio, voilà. Et donc, suivi les détails dans les newsletters, je pense que ça viendra. Tu veux dire où c'est ? Oui. Alors, non, parce que c'est demain que j'ai rendez-vous, mais ça devrait être dans le 15e arrondissement, au cœur de Paris, avec un super petit jardin. On a visité les lieux avec Yaya. Voilà, avec un orateur prestigieux, on s'est dit qu'on faisait une petite salle sympathique. Voilà. Donc là aussi, je vous invite à suivre ces présentations prochainement. Enfin, la journée de la recherche. Donc cette année, c'était une journée très réussie. Encore une fois, merci à toute l'organisation. Donc on avait environ 70 participants.
C'était très enrichissant. Là aussi, je vous invite vraiment à participer à ces journées parce que c'est vraiment un endroit où on peut discuter et on a aussi la chance du coup d'écouter les différents lauréats des différents appels à projets des jeunes chercheurs. Donc ça permet aussi de mettre un peu un visage et de suivre un peu l'évolution des gens. Et on a déjà donc, le thème pour l'année prochaine, donc jeudi 29 juin, vous pouvez tout de suite noter la date. Et là aussi, on a vraiment la chance d'avoir un thème très important donc, pour la filière, donc métabolisme osseux. Et surtout, on a la chance d'accueillir donc, le professeur Carmélite de Louvain, qui est vraiment un expert mondial sur ce topic. Et elle a gentiment accepté de venir présenter. Et donc, il y a maintenant de nombreux appels. On a lancé un appel à communication donc, sur la thématique. Donc, surtout, n'hésitez pas à envoyer des projets. Et surtout, n'hésitez pas à venir parce que ce sera une journée vraiment très, très intéressante. Donc, merci encore. Je tiens encore à remercier vraiment tout le groupe de travail avec qui on a toujours des discussions très intéressantes. Et encore une fois, la filière pour l'organisation. Maintenant, pour le GT4 base de données, Thomas Edouard. Non, désolé, Karine Brio. J'étais sur le 5. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais présenter les résultats de les travaux de ce groupe de travail que je coordonne avec Déborah Gainsburger. Et puis, je remercie tout le groupe de travail qui participe aux différentes réunions. Donc, une des premières actions, c'est à travers Bamara et le guide Bamara en ligne qui permet, avec la relabellisation, une réalisation de l'uniformisation du codage pour les pathologies Oscar. Et donc, c'est la participation de tous pour l'uniformisation de ce codage. Nous vous rappelons qu'il y a le guide wiki qui a donc été développé. Donc, vous voyez ici la page d'accueil pour l'aide à la saisie sur Bamara et sur... donc, il y a vraiment tout pour bien réussir à saisir sur Bamara. Donc, vous avez la page d'accueil. Ensuite, le projet au final de ce qu'on essaie de discuter dans ce groupe de travail, c'est la construction d'une base de données. Vous allez me dire une de plus, mais c'est plutôt une base de données pour les patients d'Oscar et participative avec donc l'implication des patients d'Oscar dans cette base pour à la fois participer, mais surtout créer et avoir des idées sur des questions de recherche que parfois, sur le plan médical, on a et qui ne sont pas forcément celles que les patients ont. Et c'est toujours très enrichissant, cette interface. Et donc, c'est une saisie alimentée par les patients. Et donc, on a regardé ce qui se faisait. Donc, il y a une base anglo-saxonne qui est donc à l'université de Cambridge, d'Oxford avec Kassim Jawed. Donc ça, c'est un premier modèle qu'on a regardé. Puis il y a une base qui existe déjà, que vous connaissez, qui est Compare, qui est donc la communauté des patients pour la recherche, qui est donc une plateforme collaborative qui a été lancée par l'AP-HP en 2017 et qui existe déjà pour beaucoup de maladies chroniques, beaucoup plus fréquentes. Et donc la base, c'est des questionnaires qui sont envoyés par aux patients qui portent sur essentiellement la qualité de vie, le fardeau lié au traitement et à la maladie. Il y a bien entendu des données sur la maladie. Et souvent, il y a une question de recherche qui est sur une maladie et qui est posée en commun entre les patients et les médecins. Donc on a beaucoup discuté au sein du groupe de travail, puis au sein ensuite du COPIL, de proposer un projet de base de données en allant plutôt sur Compare et qui est jusqu'ici plutôt un projet de base de données sur une maladie, avec un projet par maladie qui nécessite un financement variable selon la taille du projet, la taille du nombre de patients et la complexité de l'étude. Et donc ça, on serait plutôt partant pour une étude dans Compare. Reste à choisir maintenant, parce qu'il y a énormément de maladies, et donc de voir avec les associations de patients quelles seraient les associations intéressées, parce que forcément c'est aussi un gros fardeau pour le patient qui va remplir tous ces questionnaires,
qui soient motivées et qui est une question intéressantes, mais elles sont toutes intéressantes, mais qui ne soient pas, en tout cas, envisagées par d'autres bases de données. Forcément, quand on discute bases de données, on se dit, mais il y a déjà plein de bases de données. Il y a la BMDMR, il y a des registres. Et aujourd'hui, l'idée, c'est possiblement un jour de croiser les bases. Et même si, dans Compare, en tout cas, c'est envisagé, même si aujourd'hui c'est difficile pour des raisons réglementaires de croiser différentes bases, parce que l'espace pour les croiser n'existe pas forcément. Mais ça peut être aussi le futur de ce projet Compare. L'autre point qu'on a discuté au sein du groupe de travail, c'est qu'il y a déjà donc, la BMDMR, que nous avons tous enrichi activement en 2021 et début 2022 pour la relabellisation. Et donc, comme vous le savez, ça avait déjà été présenté l'année dernière, il est possible de poser des questions de recherche sur les données qui sont présentes dans la BMDMR, parce que forcément, ce qui n'y est pas, on ne le trouvera pas. Et donc, on vous avait présenté l'année dernière, et une personne de la BMDMR était venue pour vous montrer quel template il faut remplir pour demander un projet de recherche dans la BMDMR. Et ça a un peu évolué. Avant, ça devait être accepté par la BMDMR. Quand c'est accepté, la BMDMR en informe la filière Oscar en l'occurrence pour dire tous les projets qui sont en cours. Vous pouvez retrouver la liste des projets pour être sûr que vous n'avez pas la même question qu'un de vos collègues sur le site de la BMDMR. Et quand on a un projet accepté, en général, c'est les statistiques et la question est répondue au sein de la BMDMR par des statisticiens. Et là, il y a une évolution où on peut, pour la question, vous transférer les données et faire vous-même les analyses. Donc ça, c'est une évolution. Il y a différents projets, et cette année, il y a eu un projet centre de référence sur la prévalence et l'incidence de l'hypophosphatémie liée à l'X. Et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est de mieux en mieux rodé, et vous pouvez avoir des données assez rapides, et après, tout est basé sur la qualité des données et ce qui est disponible dans la BMDMR. Voilà ce dont on voulait vous parler sur le groupe de travail base de données. Si vous avez des questions. En tout cas, je remercie tout le groupe de travail pour participer à ces questions et toutes ces questions qu'on se pose et ces réflexions, parce que ce n'est pas toujours facile, base de données, de conduire des travaux base de données. Bon, si vous n'avez pas de questions. Très bien, merci. Merci. Du coup, maintenant, pour le dernier GT, les traitements, Thomas Edouard. Donc, bonjour à tous, merci à la filière pour l'invitation. Donc moi je présente donc l'Observatoire des traitements. Donc c'est un groupe de travail qui est un peu plus jeune que les autres. Donc ça fait partie de l'axe 4 du PNMR 3 et donc un axe qui est dans chaque filière. Donc le but de ce groupe de travail, c'est de recenser les pratiques de prescription au sein de chaque filière pour les maladies rares, avec en gros deux grands types de médicaments, des médicaments qu'on utilise hors AMM, et avec la possibilité, avec la réforme de l'année dernière, je vais vous en reparler rapidement, d'avoir des accès compassionnels, donc même pour les médicaments hors AMM, et puis aussi un deuxième axe sur les nouveaux médicaments. Donc on a de plus en plus de biothérapie, et de voir un petit peu comment on met en place ces traitements, comment on les surveille, et donc comment de recenser un petit peu des pratiques d'utilisation de ces médicaments. Donc il y a aussi d'autres items pour l'instant qu'on n'a pas trop abordé, notamment un des objectifs, c'est de détecter les preuves de concept, les nouvelles molécules, les molécules à repositionner, identifier aussi les approches non médicamenteuses, donc notamment dans les CED, il y avait tout ce qui est vêtements compressifs, oxygénothérapie, et identifier les dispositifs médicaux innovants. Donc là, juste pour vous rappeler, donc il y a une réforme donc le 1er juillet 2021 sur la réforme des accès dérogatoires, et qui va permettre d'approfondir les connaissances sur les médicaments hors AMM. Donc c'est ce qu'on appelle l'accès compassionnel. Donc ça remplace les ATU et les RTU.
Et en gros, cet accès compassionnel va être destiné aux médicaments non destinés à être commercialisés dans l'indication concernée, avec une absence de développement en cours et pas de démarche en vue d'une AMM. Donc typiquement, je vais vous remontrer rapidement, on voulait faire ça pour les biphosphonates en pédiatrie, qui sont utilisés hors AMM depuis longtemps, et avec ce dispositif d'accès compassionnel, donc ça permettrait d'avoir une autorisation d'utilisation de ces biphosphonates. Après, un point important, c'est que ces accès compassionnels, le demandeur, c'est la filière et ce n'est pas le clinicien, en fait. Donc c'est important de mener ce travail-là au sein de la filière. Alors le premier gros travail donc, qui avait été coordonné notamment par Arnaud, ça avait été de compiler tous les traitements utilisés au sein de la filière Oscar. Et on a fait une base de données qui recensait tous les médicaments utilisés dans la filière, avec 40 médicaments identifiés, dont 6 hors AMM. Et ça a permis aussi de remettre à jour la classification des pathologies Oscar. Donc ça, c'est ce que je vous ai un petit peu dit. Alors, on avait eu une réunion principale où on avait identifié un petit peu les premiers travaux à mettre en place sur ces médicaments. Et donc, comme je vous le disais, un des premiers travaux qu'on voulait mettre en place, c'était sur les biphosphonates qui sont utilisés hors AMM chez l'enfant. Donc là était impliquée Geneviève et Sana, donc qui a fait un gros travail de revue de la littérature. Donc c'est-à-dire, on a refait, surtout Sana d'ailleurs, elle a refait une grosse recherche bibliographique sur tous les articles publiés sur l'utilisation des biphosphonates chez l'enfant, que ce soit dans les fragilités osseuses constitutionnelles ou les fragilités osseuses acquises. Et donc là, maintenant, on attend avec impatience donc Baptiste voilà, pour nous aider, parce qu'on a fait le travail de revue de la littérature, et maintenant, on veut savoir quel dossier à rendre, donc de connaître l'interlocuteur pour vraiment déposer un dossier. Donc ce premier travail sur les biphosphonates, ensuite, il pourrait être décliné, donc une fois qu'on aura un petit peu la marche à suivre, sur d'autres médicaments. Donc on avait identifié le tériparatide, qui est utilisé hors AMM chez l'enfant. Et après, un des travaux sur des nouveaux médicaments, des médicaments en accès précoce ou en post-ATU, comme le burosumab et le vosoritide. Alors, je ne sais pas si on l'a rajouté là, non. Et après, il y avait un travail, mais ça, Geneviève pourra nous en dire plus, donc sur cette idée de collecter des données sur les médicaments en accès précoce ou en post-ATU. Donc, il y avait une possibilité avec le BAMARA, c'est ça, le données de cette minimale. Ça, je te laisse développer. Bon, en fait, ça avait été évoqué l'année dernière lors de la journée Oscar par Arnaud Sandrin qui était venu en parler. C'est le fameux SDM traitement. Et ce sera développé lors de l'intermoc du 14 décembre prochain. L'idée, donc, comme tu l'as dit, il y a les accès précoces, puis le post-commercialisation. Évidemment, importance et obligation du suivi de ces enfants avec les nouveaux traitements. Et pour la partie accès précoce, il y a une organisation qui se met en place actuellement entre la HAS, la DHOS et la BNDMR. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la BNDMR là aujourd'hui. Donc c'est Bénédicte Sabin qui est en charge de ce projet, qui était déjà l'année dernière. Et donc ça va être un onglet supplémentaire au sein quand on remplit notre fiche pour chaque patient. Médicaments en accès précoce, on ouvre et c'est assez simple et c'est plutôt pas mal, avec quelques données administratives, le début, la fin, évidemment le médicament, la dose, et 2 critères par pathologie à réfléchir par centre de référence finalement. Donc c'est 2 critères qui seront à réfléchir, toujours dans l'objectif d'avoir un truc très minimal et qui nous permettra de suivre long cours pendant cette phase de l'accès précoce dont la durée est souvent peut-être assez longue. Et puis après, il y aura la phase post-commercialisation, où là, les laboratoires, il y en a ici, sont, en tout cas, je crois, l'obligation d'avoir leur propre registre. Et donc, nous aussi, la question va être comment on peut gérer le suivi de notre côté, on va dire, académique de ces enfants. Et l'idée, c'est de peut-être continuer avec la BNDMR ou d'autres façons, le recueil des données, mais encore une fois, le plus minimal possible. Donc, c'est ça qui va être un peu touchy, c'est de trouver les bons critères. Pour la post-commercialisation, il y a les ERN qui se sont organisés pour faire à l'échelle européenne un registre
globales, enfin qui ont commencé une démarche. Ouais, il y a effectivement pour 4 pathologies, achondro, OI, XLH et une quatrième. Non, un peu plus, plus Plus global. Ouais, global, vraiment global. Et donc on peut soit avoir une démarche BNDMR qui sera probablement plus simple parce qu'en français, et donc je pense que effectivement c'est quand même plus logique de s'adresser à la BNDMR et de continuer, si les gens ont déjà commencé avec l'ATU et enfin accès précoce et commencer, ils vont continuer ce qu'ils ont déjà fait. Honnêtement, c'est plus facile de continuer. Surtout que la BNDMR, même si c'est dans le lointain, est dans une démarche de se connecter avec les registres ERN. Sinon, on peut aussi prendre contact avec le registre, cette démarche plus ERN qui a commencé. Mais Agnès, tu es d'accord que c'est obligatoire? L'accès précoce, la oui. BNDMR, c'est obligatoire. Hein, c'est vraiment la condition pour justement avoir l'accès précoce et de participer à ce set. Oui, mais moi je te parle de l'aspect post-commercialisation. En fait, il y a plusieurs là, déclinaisons. On a le choix. Soit on va directement à l'Europe, soit on prend une démarche plus BNDMR, qui est plus simple. Je suis d'accord, qui est plus simple, qui sera plus facile à mettre en place. Plus facile. Je pense. Tout va dépendre. Parce que, en tout cas, c'est des réflexions importantes parce que tout ça prend du temps. Et que les saisies qui ne mènent à rien, c'est l'écueil. Donc beaucoup de choses encore à approfondir. Et dernier point, donc il y a un groupe de travail spécial Asphotase Alpha. Je laisse Elisabeth prendre la parole sur ça. Voilà, juste pour vous faire un petit point sur ce projet qu'on avait, je crois, évoqué la dernière fois. On est en train de travailler à la réalisation d'un passeport de super-héros et super-héroïnes en collaboration avec une association Mon Bobo et moi, dont la présidente est avec nous aujourd'hui. Voilà, et également avec l'Hypophosphathasie Europe, l'association avec Nadège Ralu qui fait partie du projet. Et ça sera un petit outil d'accompagnement qui sera à destination des petits patients de moins de 6 ans pour les aider à mieux appréhender, on va dire, l'injection qui peut être au quotidien ou toutes les semaines, voilà, avec des douleurs qui sont liées à l'injection et qu'on a vraiment pris en considération. Ce projet a été également discuté avec le laboratoire Alexion, que je remercie vraiment également, et qui lui réalise une petite application qui devrait sortir a priori en même temps que notre passeport, c'est-à-dire janvier 2023. Donc voilà, une belle réalisation coordonnée dans le groupe de travail avec Anya et Geneviève. Et Anya et Geneviève, au mois de décembre, on va vous présenter du coup le travail qui est donc en cours de réalisation. Voilà, merci beaucoup pour tous les groupes de travaux d'ailleurs, les 5 groupes de travail. Voilà, ils sont en pleine action, on les remercie parce que sans eux, on n'avancerait pas. Et on va terminer sur une dernière diapositive, un dernier axe qui est la formation. Et voilà. Et je vais laisser la place à Agnès pour vous le présenter. Alors, je te donne ça. Donc, on a effectivement proposé que la filière soutienne les actions de formation des professionnels de santé ou des représentants des associations de patients. Donc, il y a par exemple, il y a différents DIU qui sont organisés par la filière, donc le DIU MOC qui est en place déjà depuis plusieurs années. Il y a 2 DIU nationaux également de la filière qui vont démarrer a priori en septembre 2023, donc le DIU national CAP et le DIU CED. Donc la filière propose de participer à l'inscription des professionnels de santé. Voilà, alors évidemment, on va pas... ça ne va pas être 100 000 personnes, hein, mais sous réserve de motivation, d'envoi d'un CV et d'un parcours qui s'inscrit dans le cadre de la filière, on va pouvoir soutenir quelques inscriptions.
également pour la formation de patients experts. Voilà, donc on peut financer ce genre de choses. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce dernier point sur, voilà, sur un autre format de formation, dans tous les cas, à destination des médecins, qu'on a proposé avec la chaîne Rare à l'écoute, et en 2022 avec trois pathologies, le syndrome de Mir, Gaki et l'hypophosphatasique, vous pouvez retrouver en ligne. Et je vous invite vraiment à aller sur ce site Rare à l'écoute, parce qu'ils ont fait tout un descriptif sur les pathologies qui est vraiment très appuyé, très étayé, et de retrouver les podcasts en ligne. Voilà, je vous recommande d'aller les écouter. Et il y avait les éditions 2021, et vous pouvez retrouver ça également sur notre site internet, je rappelle, nouveau, qui vient de sortir aujourd'hui. Et nous vous remercions tous pour votre attention. On souhaite remercier Inosim, Ipsen, Alexion, Kyowa Kirin et Biomarin qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre support. On les applaudit. C'est Yaya qui fait l'introduction. Bon, à toi, Yaya. On te donne la parole. Reste pas loin, parce que je reste pas loin. C'est PFMG, ça commence pas. Donc, on va passer à la suite du programme, avec un retour d'expérience sur le plan France Médecine Génomique de nos deux réseaux, donc calcium, phosphate et MOC, en commençant par le réseau CAP, donc Agnès Linglard et Barbara, qui va venir présenter un peu ce que vous avez fait. Ok, merci Yaya. Alors je me transforme en fait, c'est en Anya Rothenbuller, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc elle s'en excuse, parce que c'est essentiellement elle qui mène l'activité plan France Médecine Génomique pour le réseau, en tout cas la partie clinique, et qui anime cette activité aux côtés des biologistes qui font bien évidemment tout le travail, et je les en remercie parce que c'est un énorme travail, et on sait bien évidemment les difficultés qu'il peut y avoir derrière, même si les choses se sont beaucoup améliorées cette année. Il y a beaucoup de réunions derrière. Donc c'est essentiellement Anya qui travaille, mais on travaille beaucoup avec Pascal. Et puis en référent biologiste, Laurence Acochin. Et puis donc on met qui d'autre ? On met qui est dans la salle, Céline, qui est à côté d'elle, voilà, qui travaille, voilà. Hein. On met Céline avec elle, et Maureen Lopez qui a pris le relais de Bruno Francou à Cochin, et avec Jérôme Bouligan, et sur Oragène, Arnaud Molin et Nicolas Richard qui font un gros travail pour la partie sud et ouest de la France. Donc nous, on a une indication qui est très... On avait pris une décision d'une indication assez large sur le modèle qui avait été développé par les pathologies osseuses constitutionnelles, en décidant de faire les anomalies de la calcémie et de la phosphatémie. Donc ça, c'est indispensable pour avoir une indication, incluant un défaut et il peut y avoir un défaut de la minéralisation dentaire. Donc on avait estimé au départ 125 patients par an en moyenne, avec un background, un reliquat de 300 patients rétrospectifs qu'on aurait pu avoir. On avait été validé en 2020. Donc l'idée, c'est on a un profil biochimique qui est indispensable. Soit hypocalcémie ou hypercalcémie, hypophosphatémie ou hyperphosphatémie qu'on doit avoir au départ. Ensuite, on doit faire, première approche, un panel NGS. Alors en fait, on a un tout petit peu modifié cette approche, c'est-à-dire qu'il faut le panel NGS, et puis en fait, il faudrait avoir avec un karyotype et une CGH array en plus du panel NGS. Et puis ensuite, avec ce résultat-là, si le résultat est négatif, on fait une RCP PFMG d'amont, on pose l'indication de la PFMG et on fait le séquençage à très haut débit.
Donc c'est une démarche qui est assez classique et vraiment les indications sont posées de façon très collégiale. Hein. C'est une RCP qui est vraiment très sympathique. Donc on a une RCP mensuelle, il y a à peu près entre 10 et 15 participants et entre 4 et 10 dossiers à chaque session. On a à peu près 80% des dossiers qui sont acceptés. Donc vous voyez, c'est vraiment très ouvert. Donc vous avez là le descriptif des dossiers qui ont été retenus. C'est essentiellement hypophosphatémie et hypoparathyroïdie. Et donc, en fait, on a amélioré notre process au fur et à mesure, évidemment, de la pratique. Hein, et c'est pour ça qu'on a rajouté cette notion de karyotype et de CGHRE au cours de l'évolution. Et puis, les anomalies de signalisation de la MP cyclique. Donc là, en fait, on se retrouve face à un problème dans cette indication, c'est que les patients n'ont pas toujours une anomalie du bilan phosphocalcique. C'est que parfois, ils ont une brachydactylie avec une obésité. Il n'y a pas toujours... voilà. Donc ça, c'est parfois un problème pour poser stricto sensu l'indication. Et puis les autres pathologies sont un petit peu moins fréquentes. Voilà. Alors le bilan des résultats. Donc on en est. Donc vous voyez que les chiffres, on est un peu en dessous des estimations qu'on avait faites. Oragène. Alors Oragène, c'est les validations des biologistes. Arnaud est en mobilité, donc et pour l'instant il ne peut pas participer à l'activité, ça va reprendre l'année prochaine. Mais Nicolas a eu sa validation en cours d'année, et donc là les activités viennent de démarrer en cours d'année, donc c'est pour ça que ça a pris du retard. Mais sur Sequoia, ça y est, les choses démarrent bien. Et donc on en est à 12 résultats rendus et on a pas mal de dossiers en attente. Voilà, mais donc ça c'est normal, hein, les choses avancent. Donc en fait, Barbara va nous présenter les dossiers intéressants. Là, ce sont les résultats, les activités globales. Les résultats positifs, c'est essentiellement les XLH. Mais voilà. Donc pour déposer et présenter vos dossiers, pour l'instant c'est toujours chers confrères. On va se réorganiser malheureusement, mais surtout n'hésitez pas à déposer vos dossiers. En fait, si c'est pas un dossier, une pathologie acquise, il faut présenter au plan PFMG, il faut faire une enquête génétique, il faut présenter à la RCP. On est vraiment voilà, l'indication est très facile et plus on aura de dossiers et plus le circuit sera fluide. Donc en fait, il faut vraiment déposer, il faut discuter les dossiers. Là, on a essentiellement des dossiers des gros centres et on a vraiment besoin d'avoir que les centres de compétences déposent des dossiers. Il faut qu'on ait plus d'afflux des centres plus petits.